Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite OSNI. Lors d'un incident récent survenu au large des côtes d'Aguadilla, à Porto Rico, un groupe de pêcheurs a été confronté à un phénomène déconcertant. La rencontre avec un objet submergé non identifié ou OSNI. Alors qu'ils naviguaient sur les eaux, durant la nuit, une soudaine explosion de lumière bleue spectrale a émané de la surface, créant une zone inexplicable d'eau bleue rayonnante à quelques mètres seulement de leur bateau. Intrigué, l'un des pêcheurs a instinctivement saisi son téléphone pour immortaliser ce phénomène déroutant. Et au milieu de ce spectacle captivant, un phénomène étrange est apparu dans les eaux illuminées, captivant l'attention des pêcheurs. L'espace d'un instant, une sorte de créature se serait matérialisée, évoquant pour certains l'ombre d'une sorte de créature humanoïde des profondeurs. Et la silhouette très distincte ressemblait étrangement à un humain miniature arborant une queue de poisson particulière. Et au milieu de cette lumière irisée, la figure présentait des bras squelettiques allongés et une tête humaine sphérique. Et certains ont d'ailleurs tenté de recréer à quoi pourrait ressembler cette créature en utilisant de l'intelligence artificielle, et voici les résultats. Bien que peu crédible, puisque l'on distingue à peine une silhouette. Et après ce phénomène déroutant, l'éclat bioluminescent s'est brusquement éteint et l'entité perplexe a disparu dans l'obscurité, laissant derrière elle des articles et des spéculations sur Internet. Et bien qu'elle ait suscité débat, cette rencontre spécifique n'a pas beaucoup de poids car la source de la vidéo n'est pas vraiment fiable. Mais l'une des rencontres d'OVNI les plus célèbres du monde et les plus crédibles à travers l'histoire a eu exactement lieu au même endroit, à Porto Rico. Juste après la tombée de la nuit, le 25 août 2013, toujours à Aguadilla, à Porto Rico, l'équipage d'un avion des douanes et de la patrouille frontière des États-Unis décolle pour une mission de routine lorsqu'ils remarquent une étrange lumière rosâtre qui s'approche du nord-ouest. Ils allument alors leur caméra thermique pour suivre l'objet, et voici ce qu'ils voient. Il s'agit d'une sphère métallique qui se déplace très rapidement autour de l'aéroport. L'objet se dirige ensuite vers l'océan où il fait quelque chose de vraiment inattendu. L'objet semble s'enfoncer dans l'eau avant de réapparaître quelques secondes plus tard. Et plus étrange encore, l'objet se sépare ensuite en deux engins distincts. Et après presque 4 minutes, l'objet finit par disparaître dans l'horizon. Et ce n'est pas tout. Porto Rico est le lieu de plusieurs observations d'objets submergés non identifiés. Dans les années 90, un pilote d'hélicoptère de la marine aurait observé une masse sous-marine sombre non identifiée lors d'un exercice d'entraînement. Et un autre rapport de l'armée américaine toujours décrit un incident similaire survenu en 1963 lors d'un exercice anti-sous-marin mené par l'USS Wasp. Tchernobyl au ralenti. Dans les eaux glaciales du nord de la Russie, une catastrophe potentielle se profile à l'horizon. Les experts ont décrit la région comme un Tchernobyl au ralenti. Des milliers de tonnes de déchets nucléaires sont stockés à l'intérieur de sous-marins nucléaires engloutis, proches de la décomposition et menaçant de libérer un cauchemar radioactif dans l'océan. Les déchets de ces sous-marins pourraient contaminer l'eau avec plus de 6,5 fois le poison radioactif émis à Hiroshima. Ces débris nucléaires épars gisent le long du littoral du nord de la Russie, dans les eaux de la mer de Barents et de la mer de Kara. Et les experts estiment que plus de 17 000 objets, dont 3 sous-marins nucléaires et 18 réacteurs, sont présents, et de nombreux morceaux se trouvant à une faible profondeur de 30 mètres seulement. Ces réacteurs remplis d'uranium devraient finir par laisser échapper des matières radioactives dans l'océan. Mais c'est loin d'être le seul problème. On craint que les barres nucléaires ou assemblages de barres de combustible nucléaire de certains sous-marins n'implosent sous l'eau, ce qui pourrait provoquer une réaction en chaîne semblable aux explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Et la Russie est consciente du problème depuis bien longtemps. En 1993, le président Boris Eltsine a qualifié la situation de critique. Toutefois, selon la Russie, aucun déchet hautement radioactif n'est actuellement déversé dans les océans. Néanmoins, les sous-marins et les réacteurs subsistent. Par exemple, le sous-marin K-159, dont les réacteurs ne sont pas scellés et sont exposés aux éléments et soupçonnés de répandre de la radioactivité nucléaire dans l'eau. Les projets visant à retirer ces véhicules du fond de l'océan ont été interrompus en raison de la guerre en Ukraine. La Russie s'est même retirée de la commission russo-norvégienne
de la sûreté nucléaire et refuserait de divulguer l'emplacement exact des déchets radioactifs. Le temple des Nabatéens. Dans l'une des plus grandes découvertes archéologiques de ces dernières années, des chercheurs ont mis au jour en Italie un temple sous-marin ayant appartenu aux Nabatéens. Oui, les mêmes Nabatéens qui ont bâti la merveilleuse ville de Petra au Moyen-Orient. L'ancien temple nabatéen, doté de magnifiques autels en marbre et d'une riche histoire remontant à 2000 ans, a été révélé au large de Naples, dans le golfe de Pouzzoles. Les scientifiques pensent qu'il date de l'époque romaine et qu'il a été bâti durant la première partie du 1er siècle de notre ère, ce qui coïncide avec l'essor de l'Empire romain et la fin malheureuse du royaume nabatéen. Les Nabatéens sont apparus au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans le désert d'Arabie, établissant des colonies à l'est de la Jordanie actuelle. Et bien que leurs origines restent floues, ils se sont rapidement imposés comme des commerçants très avisés. Ils se sont installés à Petra, une ville taillée à la main dans la roche, et ont monopolisé le commerce des épices, s'enrichissant grâce aux caravanes de marchands et aux nomades. Et leur influence s'étendit très rapidement au Orient et au Levant. Et il est très intéressant de noter qu'ils n'ont manifesté aucun intérêt pour l'agriculture pendant les 400 premières années, avant de s'organiser et d'adopter un mode de vie sédentaire vers le 2e siècle avant notre ère. Mais leur puissance constitue une menace directe pour les Romains. En 65 avant notre ère, les soldats romains ont ordonné aux Nabatéens de se rendre, ce qui conduira à la destruction de Petra par Rome 2 années plus tard. Le roi Arétas III a payé un tribut pour éviter l'anéantissement, mais les Nabatéens ont été assimilés tout de même à l'Empire romain en 106 après Jésus-Christ, renommant ainsi le royaume Arabia Petrea et le désignant comme une province. Mais cela n'explique en rien la présence de l'un de leurs temples en Italie. Ils avaient apparemment un avant-poste pour le commerce en Italie, l'avant-poste le plus à l'ouest des Nabatéens. Et c'est tout à fait logique, puisqu'une grande partie du commerce romain arrivait en Italie par le port de Puteoli, aujourd'hui situé en dessous et au large de la ville moderne de Pouzzoles. Toutes les marchandises des céréales égyptiennes au lieu du Colisée accostaient à Puteoli avant d'être acheminées vers la capitale et d'autres parties de l'Empire. Et le temple, récemment mis au jour, ainsi qu'un autre trouvé à proximité, prouvent que les Nabatéens étaient également présents à Puteoli. Pourtant, ces habitants du désert n'étaient pas connus pour leur prouesse maritime et ne possédaient pas vraiment de port. Et trouver des preuves de la présence d'un temple nabatéen à Puteoli est vraiment très étrange, déclare Taco Terpestra, historien de l'université de Northwestern. Pourquoi les Nabatéens auraient-ils pris la mer, parcouru la moitié de la Méditerranée et installé un commerce à Puteoli? C'était très loin d'être leur spécialité. L'épave inconnue. En 2019, l'opérateur de plongée David Renan a découvert une épave inconnue au large de la côte d'Eastbourne, au Royaume-Uni. David est entré en contact avec des archéologues de l'Historic England qui se sont mis au travail pour étudier les vestiges gorgés d'eau. Ils ont bloqué le site, ne permettant qu'aux plongeurs autorisés d'entrer et d'examiner le mystérieux amas de bois et de métal tordu. Et au bout d'un certain temps, ils ont finalement pu identifier l'épave. Le navire s'appelle le Klein Hollandia et a coulé il y a plus de 300 ans et a une histoire exceptionnelle ayant même provoqué une guerre, rien que ça. Le navire appartenait à l'amirauté de Rotterdam et a été construit en Hollande en 1656. Il a participé à la guerre anglo-néerlandaise entre 1672 et 1674. Et quelques années seulement après la guerre, le navire a été surpris par une escadre anglaise et a été détruit en miettes. Il s'est ensuite enfoncé à 32 mètres de profondeur sous les vagues et n'a été revu qu'en 2015. Il a été repéré lors d'un relevé hydrographique, mais David Renan a été le premier à le voir officiellement et à l'identifier comme étant une épave. S'il est une chose que les Anglais savaient faire, c'est bien de consigner très tôt des données relatives à leur mission militaire. Nous savons qu'en 1672, l'amiral de Hesse escortait la flotte de Smyrne vers les Pays-Bas, mais qu'en passant devant l'île de Wight, il a été attaqué par une escadre anglaise commandée par l'amiral Holmes. L'escarmouche a duré près de 2 jours et a donné lieu à de terribles combats d'un navire à l'autre.
Le Klein Hollandia a été gravement endommagé et abordé par les Anglais, qui ont très vite compris qu'ils venaient de commettre une terrible erreur. Juste au moment où les Anglais sont montés à bord, le navire a soudainement coulé, entraînant dans sa chute des marins anglais et néerlandais. La destruction du Klein Hollandia a été un événement crucial dans l'histoire de l'Angleterre et des Pays-Bas. Les actions de l'amiral Holmes, attaquant le navire sans aucune provocation, ont déclenché la troisième guerre anglo-néerlandaise qui a duré jusqu'en 1674. Le fond du lac Ontario. Un drone sous-marin a récemment révélé quelque chose de très étrange. Un groupe de chercheurs, financé par The OEX Recovery Group Incorporated en 2017, pour récupérer un morceau d'histoire caché au fond du lac Ontario au Canada. Leur mission, dont le nom de code est Raise the Arrow et qui a été gardé dans le plus grand secret, visait à récupérer un morceau d'histoire caché au fond du lac. Et leur objectif principal était de retrouver un morceau d'histoire particulier du Canada. Et pendant des siècles, des rumeurs ont circulé à propos de trésors, d'artefacts et de colonies perdues sous la surface du lac Ontario. En réalité, le groupe de recherche, tout en cherchant un avion historique, ne s'est pas limité à cette seule relique. Ils étaient à la recherche de quoi que ce soit d'intéressant, quelque chose qui rendrait leurs efforts valables. Mais ce n'est pas vraiment une mince affaire dans le lac Ontario, qui est véritablement gigantesque et qui s'est formé pendant la période glaciaire. Les scientifiques pensent qu'il continue de s'étendre à mesure que les glaciers fondent et que le niveau de l'eau augmente. Le lac s'enorgueillit de ses 1020 km de rives et de ses nombreuses îles. Il est relié entre autres à la rivière Niagara, où se trouvent les chutes du Niagara, et est alimenté par 9 autres rivières. Les chercheurs ont utilisé un drone sous-marin, Thunderfish, équipé d'une puissante caméra, pour explorer 1667 km3 d'eau inexplorée. Aucun artefact perdu, ni aucune trace de civilisation oubliée n'ont été retrouvés. Mais ce qu'ils ont découvert est très surprenant. Un avion intact, l'objet même, qu'ils recherchaient. C'était un avion de chasse caché au fond du lac depuis les années 50. Identifié comme un Avro CF-100 Canuck, surnommé The Clank, ce chasseur à réaction était l'un des plus avancés de son époque et est resté actif au sein de l'armée canadienne jusque dans les années 80. Conçu pour des vitesses exceptionnelles, il a d'ailleurs joué un rôle majeur dans le franchissement du mur du sang. Et sur 9 prototypes, l'un d'entre eux s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre au fond du lac. Le cimetière des grands fonds. En 2016, au large de la Floride, un plongeur amateur a fait une découverte choquante. Alors qu'il plongeait, il est tombé complètement par hasard sur des restes humains enfouis sous l'eau près de Venice, en Floride. Ces restes humains sont vieux de plus de 7000 ans. Et le plongeur amateur est tombé sur un cimetière amérindien, un cimetière sous-marin perdu depuis des siècles. Et lorsque les découvertes ont été annoncées, Ken Detzner, secrétaire d'État de Floride, les a qualifiées de sans précédent. D'autres habitants de la Floride espéraient que les restes humains permettraient d'en savoir plus sur les anciennes civilisations qui vivaient autrefois sur cette terre. Et normalement, les restes humains laissés dans l'eau se décomposent très rapidement, et il est presque impossible de les conserver alors qu'ils sont consommés par des créatures marines. Toutefois, dans ce cas-là, la conservation a été quelque peu différente. Les restes humains ont été conservés dans un étang d'eau douce avec un fond de tourbe. La tourbe a empêché la destruction complète des eaux pendant près de 7000 ans. Et les chercheurs ont également trouvé des restes de pieux en bois, de pierres tombales datant de la période archaïque. Et à l'époque, le niveau du golfe du Mexique était environ 9 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer s'est élevé d'environ 9 mètres en quelques milliers d'années, et avec la montée des eaux, le cimetière a tout bonnement disparu. Malheureusement, on ne sait pas exactement quel groupe ancien a créé ce cimetière. Timothy Parsons, de la division des ressources historiques, a déclaré que les personnes enterrées dans le golfe du Mexique sont les ancêtres de peuples indigènes encore en vie. Les archéologues ont collaboré étroitement avec les tribus des Séminoles de Floride pour manipuler les restes avec une grande délicatesse et respect. Et les scientifiques élaborent un plan de préservation du cimetière aquatique tout en collectant des données pour comprendre son histoire lointaine. Tumulus sous-marin.
Le lac de Constance borde l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Il s'est formé il y a des milliers d'années, à la fin de l'ère glaciaire, lorsque le glacier du Rhin a fondu, déversant toutes ses eaux et créant un lac. Et des recherches récentes ont permis d'étudier une série de sépultures préhistoriques trouvées sur les bords du lac de Constance, preuve de la présence de chasseurs mésolithiques en Europe vers la fin de l'ère glaciaire. Au moins 170 tumulus submergés ont été découverts, vestiges de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui ont habité la région il y a près de 12 000 ans. Il n'existe pas d'habitation permanente datant de l'âge de pierre, ni de traces d'établissements humains du Paléolithique. En revanche, les archéologues ont découvert des ruines de camps de chasse, des outils épars et des preuves d'une activité nomade mésolithique il y a environ 10 000 ans, et ce, lorsque les chasseurs-cueilleurs fréquentaient la région pendant les migrations animales à mesure que se formait le lac de Constance. La sédentarisation n'a commencé qu'au néolithique, il y a environ 9 000 à 7 000 ans, avec la construction de villages de marais côtiers et d'habitations sur pilotis. Et les tumulus, datés d'environ 5000 ans, ont été identifiés lorsque les archéologues ont découvert sous l'eau une ligne de 19 km de long parallèle au rivage. Chaque monument funéraire mesure près de 27 mètres de diamètre et environ 2 mètres de haut. Ils forment une ligne droite, ce qui pourrait indiquer une route funéraire ou un arrangement cérémoniel. Urs Leutzinger, du musée d'archéologie du canton de Thurgovie, suggère que ces structures funéraires ont été construites par plusieurs villages autour du lac, témoignant ainsi des rassemblements sociaux et de la cohésion des premières communautés. La fonction exacte des cimetières, au-delà de celle de lieux de sépulture, reste inconnue. Il est possible qu'ils aient été impliqués dans des activités cultuelles ou des cultes divinatoires. Mais ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure que le lac se remplissait d'eau, les villages et les tumulus ont été submergés. Le temple englouti d'Hercule. Des archéologues espagnols viennent peut-être de découvrir une légende perdue. Les chercheurs pensent avoir mis au jour l'emplacement possible du temple d'Hercule, un lieu de la mythologie grecque. Et selon les récits, le temple était une structure vénérée qui attirait les gens de tout le monde antique pour témoigner de sa grandeur. Situé dans le sud de l'Espagne, le temple a été visité par de très célèbres dirigeants de l'Antiquité tels que Jules César, Hannibal, ainsi que Scipion l'Africain. La légende situe le temple dans la baie de Cadix, mais les chercheurs modernes ont eu du mal à vérifier son existence, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Francisco José Garcia, archéologue à l'université de Séville, révèle des résultats spectaculaires. L'équipe a détecté une forme mystérieuse dans la baie de Cadix en utilisant la modélisation numérique du terrain. Cette structure en forme de temple mesure environ 305 mètres de long et un tout petit peu moins que 152 mètres de large, et il est complètement submergé. Et remarquablement, ces dimensions correspondent aux descriptions de l'ancien temple, et l'emplacement correspond également parfaitement, ce qui suggère qu'il pourrait effectivement s'agir de la structure perdue depuis très longtemps. L'histoire suggère que le temple aurait été construit par les Phéniciens il y a environ 3000 ans. Dédié au puissant héros Hercule, il commémorait ses 12 travaux et comportait des colonnes colossales ainsi qu'une flamme éternelle dans ses salles. Et un prêtre désigné veillait à ce que la flamme brûle en permanence. Et compte tenu de la zone où les archéologues pensent avoir trouvé le temple, celui-ci a probablement disparu à la suite d'un tsunami ou a été submergé lors d'une montée soudaine du niveau de la mer. Et des scientifiques ont sorti quelque chose d'exceptionnel du fond de la Méditerranée en Italie. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.